A continuación, para la siguiente mesa, que sería ensayos de trabajo en red, vamos a solicitar que puedan pasar adelante la doctora Katia Morales, la doctora Camille Noel, el doctor Leandre Simbananille y la moderadora Verónica Egas. Buenos días con todas y con todos. Vamos a pedir al doctor Leandre Simbananille que se una a la mesa. También quisiera, para, dentro de lo humanamente posible, evitar problemas tecnológicos, preguntar a mis colegas si todos tienen diapositivas. ¿Sí? ¿Ya están entregadas? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos entonces a seguir el orden de la presentación. La mesa redonda que vamos a trabajar ahora tiene el nombre de ensayos de trabajo en red, justamente de lo que hemos estado hablando, de la importancia, esta mañana comenzamos con esta idea, de la importancia de trabajar entre varios. Tengo el gusto de acompañar a los siguientes colegas que van a trabajar dentro de esta línea. Y vamos a iniciar con la doctora Katia Morales. Katia es terapeuta familiar formada en el Centre Chapelle-Auchan. Es investigadora de la Fundación Encuentro. Es docente de la Cátedra de Sistémica Único y Sistémica 2 y Clínica Infanto-Juvenil en la UNICEN y es miembro del Tribunal de Honor del Colegio Departamental de La Paz, Bolivia. El título de la ponencia de la doctora Morales es Transferencia metodológica de una clínica intercultural al Centro de Terapia Municipal de La Paz, con la participación de jóvenes profesionales para recrear lazos de confianza y colaboraciones humanas. Tienes 15 minutos. Buenos días a todas y todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes, siempre fortaleciendo los encuentros y las relaciones y, por supuesto, generando mucha energía para el retorno a la realidad. Siempre este es un espacio de generaciones de movimientos importantes de pensamiento. Muy bien, en esta exposición voy a contarles la continuación del trabajo de investigación doctoral que he realizado en Bélgica, presentándoles ya un proceso de transformación y de transferencia del dispositivo terapéutico intercultural que habíamos construido para el campo de la clínica, y vamos a hacer una definición de interculturalidad. Vamos a mostrar muy brevemente realmente el dispositivo terapéutico intercultural, que no es, digamos, el tema de esta exposición, para entrar a un caso concreto y mostrar finalmente el dispositivo de transferencia al Estado. La subsiguiente, por favor, la número 5. En la investigación doctoral Bases para una clínica intercultural en situaciones de violencia contra adolescentes, el Alto Bolivia, llevada a cabo en la Universidad Católica de Lovaina con el apoyo del profesor Jean-Luc Braqueler, el profesor Jean Quinable y el profesor Koen de Munter, concluida en el año 2016, se define la interculturalidad como la interacción entre dos o más identidades cambiantes que se influyen mutuamente para crear algo nuevo. En el marco de un proceso de búsqueda de articulación entre la psicología sistémica
y la espiritualidad ancestral, hemos logrado construir una propuesta que tiene, por un lado, bases sistémicas, por otro lado, bases ancestrales y finalmente un espacio de articulación. Esta propuesta tiene que ver con la idea de un dispositivo que ha sido denominado separado pero juntos. Esto porque nos interesa producir efectos terapéuticos para vivir bien. Y estamos separados entre los amautas, que son los maestros espirituales de la cultura aymara, y los psicólogos, por una lectura ancestral, prácticas culturales rituales, técnicas e instrumentos de intervención terapéutica que nosotros realizamos, que son muy distintas, en un contexto, trabajando en un contexto de mutuo respeto para la acción, el pensamiento y la palabra de cada forma de terapia. Pero al mismo tiempo estamos juntos en los mismos casos, con momentos de encuentro, complementándonos como chachahuarmi, pareja, a partir de nuestras diferencias para fortalecernos como equipo intercultural y movilizar las competencias y capacidades del sistema familiar en pro de su bienestar. Este dispositivo, que, bueno, hay algunos artículos que han sido escritos para poder comunicar un poco más sobre todo el proceso de construcción que se ha realizado. Voy a partir presentándoles un caso que hemos recibido. Este fue un caso emblemático que hubo en Bolivia, donde se presenta un feminicidio, un suicidio y un niño huérfano. Este fue el primer caso que fue derivado por el Centro de Terapia Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a Fundación Encuentro, en coordinación interinstitucional. Este centro nos solicita la intervención intercultural. Un niño, Juan, de 7 años, quedó huérfano y actualmente vive con los abuelos y tíos maternos. Su familia nuclear vivía en un departamento independiente en inmediaciones del domicilio de los abuelos maternos de La Paz. La mamá de Juan fue asesinada, apuñalada por su esposo en su propio domicilio, pero debido a que el evento se dio durante la madrugada, ella no pudo ser socorrida. La mamá tenía 26 años, ella era profesora de ballet folclórico, estamos hablando de una clase media, podríamos decir, y participaba en distintas actividades públicas. La siguiente, por favor. El padre era un hombre de 28 años, él trabajaba en un banco. Se presume que actuó bajo el efecto de las bebidas alcohólicas y a consecuencia de celos de un largo proceso de violencia intrafamiliar que lamentablemente no fue atendido en el momento preciso. Después del asesinato, el agresor decidió huir. Unos días después fue encontrado muerto en un alojamiento de otra ciudad de Bolivia, Cochabamba, y se había quitado la vida. Dejó una carta en la cual, en síntesis, decía que las mujeres deberían ser obedientes a sus parejas para que no se presenten estos eventos. También pedía perdón a su hijo. La siguiente, por favor. El caso, atendido terapéuticamente por el CTM, se centró en acompañar el proceso de duelo de Juan y su familia materna durante 10 sesiones. Por supuesto que es un periodo muy corto,
pero es muy difícil generar espacios de apoyo social por periodos largos en terapias en un país como Bolivia. El proceso de duelo del niño no avanzaba realmente significativamente y la abuela tenía sueños recurrentes con su hija y se enfermaba constantemente. La siguiente. Fundación Encuentro entonces coordinó con los hermanos amautas del Consejo de Amautas Indígenas del Tahuantinsuyo para realizar la lectura ancestral. La lectura ancestral se realizó entre todos juntos, la familia, los amautas, los terapeutas del Centro de Terapia Municipal y los terapeutas de Fundación Encuentro. 2 hermanas amautas hicieron su lectura de cartas del tarot, una de ellas hizo la lectura para la familia materna y la otra para la familia paterna, y también para el proceso judicial que se estaba llevando a cabo. La familia tenía dudas sobre la forma en la que sucedieron los hechos. Los amautas mencionaron la existencia de un cómplice del asesino. El ajayu, o el espíritu de la madre fallecida, no estaba en paz por el hecho de haber dejado a un niño huérfano y por su muerte violenta. El ajayu, o espíritu del asesino, tampoco estaba en paz por haber cometido los delitos de feminicidio y de suicidio. Los hermanos amautas llegaron a la decisión de realizar mesas rituales ceremoniales para hacer el despacho de las almas y que descansen en paz. El ritual de cura, en el marco de la espiritualidad ancestral, tiene 2 mesas, la mesa negra y la mesa blanca. La mesa negra sirve para despachar todo lo malo, las penas, las preocupaciones, las enfermedades, los problemas y los ajayos o espíritus en el limbo. Se despachó la mesa negra en el río más cercano a la casa. Y en el momento en el que se realizaba este ritual, había mucho viento y mucha tensión y preocupación, inquietud y dolor. La mesa blanca ha permitido pedir que el ajayu de la joven mamá descanse en paz y se le comunicó que no tenga pena de su niño, ya que él se quedaría a cargo de sus abuelos. Se pidió bendiciones, bienestar familiar y consuelo, tanto para el niño como para los padres y hermanos de la madre asesinada. Aquí vemos, entonces, este es el ritual. La siguiente, por favor. La subsiguiente. Exacto. A mano izquierda tenemos entonces la foto donde se visibiliza el ritual y vemos la mesa que se está entregando y que se está ofrendando a los ancestros, y evidentemente también se está pidiendo que el ajayu pueda partir adecuadamente. En esta mesa se entregan todas las cosas que se necesita, que la mamá en este caso necesita para poder partir en calma y para poder partir adecuadamente. A la derecha ustedes ven una foto ya del ritual de fuego, en el que se identifican formas. Los amautas leen las formas del fuego, tanto en la parte de luz como en la parte oscura. Aquí, por ejemplo, la amauta que hizo el ritual encontraba que estaba el ajayu de la mamá del niño visitando y también nutriéndose de esta mesa. Otras fotos de otros momentos del mismo ritual que dan cuenta de la llegada de los ajayus para servirse el banquete que se les está ofrendando. Se separó, se esperó hasta que se consuma la mesa, se acompañó a los ancestros a que terminen de comer su banquete
y cuando se terminó este proceso todo estaba en calma en la familia. Los amautas realizan un tumpa, quiere decir un seguimiento del proceso ritual, y ellos indicaron que la mamá, la abuela, la familia se encontraba más tranquilo, que el niño estaba más participativo, estaba más activo, más dinámico y ya no presentaba tanto rasgo depresivo. Y ellos estaban muy agradecidos por este proceso ritual. La psicóloga del CTM llevó a cabo una sesión posterior al ritual y ellos también remarcaron este efecto positivo en el estado emocional, no solo del niño, sino también de la familia, frente a la difícil situación que a ellos les tocaba enfrentar. Se realizaron redefiniciones de roles, mejoraron los tipos de relación que la abuela tiene que establecer con el niño, etcétera, y concluyó el proceso de terapia. Nosotros tenemos un recorrido crítico de transferencia que hemos creado de toda esta propuesta al Estado, que nos parece muy importante, siendo que en Bolivia tenemos el 60% de población indígena originaria y campesina, y se presenta a partir de la derivación de los servicios legales integrales del municipio y las defensorías de la niñez y la adolescencia que derivan los casos de violencia al centro de terapia municipal, y los terapeutas del centro de terapia municipal comunican de esta alternativa o de esta oportunidad y opción de terapia intercultural que se abre. La familia creyente en la espiritualidad ancestral, acepta y firma el consentimiento informado, y una vez que se firma el consentimiento informado, el 50% de los casos los lleva el CTM, el Centro de Terapia Municipal, y el otro 50% lo lleva Fundación Encuentro. La siguiente, por favor. Más adelante. Entonces, la siguiente, por favor. Después de este proceso, entramos en diagnósticos que se realizan desde el punto de vista clínico, la lectura de COCA, como ustedes han podido ver, se realizan encuentros de diálogo intercultural para producir informes iniciales con objetivos generales de terapia y objetivos específicos terapéuticos construidos conjuntamente con los hermanos amautas y con los terapeutas de la otra institución. Se lleva la terapia en sí con el enfoque que corresponda, no solamente sistémico, hemos ampliado a cognitivo, hay también terapeutas psicoanalistas, entonces vamos combinando un poco los procesos, y por el otro lado se hace la cura espiritual. Después de que se ha realizado el tumpa, como les decía, que es una práctica cultural muy importante, se hace el encuentro de diálogo intercultural nuevamente y se construye el informe de proceso. Finalmente, la siguiente, por favor. Como las terapias psicológicas son más largas, se continúa con el proceso de terapia con la familia, con las personas que corresponda, y si es necesario hacer un segundo ritual por el lado espiritual, se lo lleva a cabo. Después generamos un encuentro de diálogo intercultural nuevamente para intercambiar opiniones, conceptos, y se produce un informe integral final. Este informe es entregado al Centro de Terapia Municipal, desde donde se deriva a las instancias judiciales para los procesos judiciales correspondientes de las situaciones de violencia. Creo que es muy importante poder mencionar que este dispositivo de transferencia pone sobre la mesa dos formas de terapia diferentes que utilizan las familias porque son culturas vivas,
para dialogar con terapeutas jóvenes y generar reflexiones clínicas interculturales y fortalecernos mutuamente en un proceso de transformación. La terapia intercultural se está visibilizando como una opción de terapia que toma en cuenta la identidad cultural de los usuarios. Pasa por la descolonización de los ritos espirituales ancestrales como brujería y funciona con la creencia de las familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katia, por tu aporte. Vamos entonces ahora a escuchar a la doctora Camille Noël. Camille Noël es psiquiatra infantil en el Hospital Psiquiátrico para Niños y Adolescentes La Petite Maison y en el Centro Hospitalario Universitario Saint-Pierre. A su vez, es profesora invitada de psiquiatría perinatal en la Haute École Libre de Bruxelles, en Bélgica, y también es licenciada en filosofía. El título de la ponencia: Trabajo en red con una niña de 10 años con comportamiento agresivo en el contexto de un trastorno de apego y de estado de estrés postraumático. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar en francés, pero antes de empezar, como el coloquio se trata de la violencia, como europea quisiera presentar mis disculpas a su continente para toda la violencia que ha traído mi continente desde la conquista. La cultura nativa es muy rica y espero que siga siendo un recurso para la sociedad. J'aimerais vous partager un travail en réseau qui s'est tissé pour une jeune fille de 10 ans qui présentait un comportement hétéro-agressif dans le cadre d'un trouble réactionnel de l'attachement et d'un état de stress post-traumatique de type développemental. Vous pourrez retrouver beaucoup de résonance avec la description de l'état limite que vous a faite Anne-Christine Francard. Chez Émilie, que j'appellerai ainsi, c'est le comportement violent qui a poussé l'équipe de l'enfant qui a poussé l'équipe de l'unité d'hospitalisation où je travaille dans l'hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents La Petite Maison en Belgique à tisser un dispositif à plusieurs points d'ancrage. Dia siguiente, por favor. Alors, la problématique qui se rencontre régulièrement en Belgique, mais certainement ici aussi, c'est que certains jeunes au parcours développemental traumatique présentent un comportement hétéro et auto-agressif qui déborde la capacité de contenance des acteurs psychosociaux. Et donc ils sont rejetés d'institution en institution, dans une errance institutionnelle qui va évidemment accentuer leur vécu abandonnique. Alors, faute de temps pour présenter le parcours d'Émilie, âgée de 10 ans, je résumerai son parcours développemental comme s'étant construit sur fond de négligence, de maltraitance et de rupture de liens, et qu'elle a été accueillie dans l'unité d'hospitalisation en raison de son hétéro- et auto-agressivité qui dépassait donc la capacité de contenance du réseau. On peut passer plusieurs dias jusqu'à le point 3. Oui, princesse. On peut aller plus loin jusqu'au point 3, violence et trouble. Encore. Super, merci. Et on peut pas. Oui, c'est ça. Donc, j'aimerais contextualiser la violence de ces jeunes dans le cadre des traumatismes relationnels précoces. Ces traumatismes relationnels précoces surviennent quand l'environnement du bébé ne répond pas à ses besoins, le soumet à un stress répété ou est imprévisible. À la période préverbale du développement, la mémoire traumatique va s'inscrire sous forme de sensations corporelles et d'images à l'état brut, et on fait l'hypothèse que l'enfant incorpore l'image terrifiante de l'adulte. Et donc c'est
Tout ça va ressurgir lorsque des éléments anodins du quotidien renvoient inconsciemment à la mémoire traumatique sous une forme, entre guillemets, hallucinatoire. C'est une sorte de phénomène de brisure qui va déclencher la fureur et la rupture avec la réalité, où l'enfant devient inaccessible à des tentatives de contact de la part de l'adulte, comme si l'enfant était habité par un adulte violent, de telle sorte que sa propre violence a une force supérieure à celle attendue pour un enfant de cet âge. Toute relation est vécue comme d'emblée dangereuse et donc doit être soit maîtrisée, soit détruite. Et en fait, la relation va chaque fois connaître une alternance brutale de collage, très symbiotique, très fusionnel, et de destruction. Et donc, ce mode de relation va forcément à chaque fois provoquer le rejet par l'autre, et ce qui va donc confirmer le postulat quelque part de l'enfant qu'il ne vaut rien et il ne peut compter sur personne. On fait l'hypothèse que l'objet, c'est-à-dire l'autre, et le soi sont clivés en tout bon ou tout mauvais, et que le bon objet est constamment menacé par le mauvais objet qu'il faut détruire, donc dans le monde interne de l'enfant. Pour garder le contrôle, on fait l'hypothèse qu'inconsciemment, l'enfant va projeter dans l'autre les mauvais objets de soi, et que l'autre va inconsciemment de nouveau se sentir poussé à se comporter en accord avec le contenu négatif qui a été projeté en lui. Le contre-transfert des professionnels, c'est-à-dire ce que le professionnel ressent à l'égard du patient, va être soumis à ces mêmes contradictions. C'est un peu comme si l'équipe était une scène de théâtre où l'équipe est amenée à mettre en scène le scénario interne du patient. Alors, quels sont les leviers qui nous ont permis de résister à la violence? D'abord, la notion de transfert diffracté. Alors, le transfert, c'est la relation du patient avec le soignant, mais à travers laquelle il va rejouer des dimensions de son histoire. Le transfert diffracté, c'est le fait que chaque intervenant est porteur d'une partie du patient, et donc il est utile de reconnaître les projections, les émotions, les tendances que le patient évoque en nous. Et on va dire que l'ensemble des intervenants constitue une sorte de constellation transférentielle. Alors la réunion d'équipe va permettre d'échanger ces représentations, mais aussi lorsque certains membres de l'équipe sont en difficulté, vivent des choses difficiles avec l'enfant, la réunion va aussi permettre de soigner le lien entre les soignants, ce qui va aider à soigner les liens du patient, évidemment. Donc la réunion d'équipe permet de réunir les parties éparses du patient, et au fil des répétitions du scénario, un fil rouge peut relier les différents rôles de telle sorte que l'histoire devienne compréhensible pour le patient, et qu'il puisse ainsi s'approprier finalement ce qu'il rejoue. Et c'est donc un peu comme si l'équipe était une forme d'appareil psychique externe qui permet à l'enfant d'assimiler les expériences que son propre appareil psychique n'a pas pu assimiler. Alors, cette constellation transférentielle assure trois fonctions qui sont décrites par Pierre de Lion. La fonction phorique, phorein en grec, ça veut dire porter. Donc, c'est assurer le portage du patient, d'un patient dont le développement n'a pas permis d'acquérir l'autonomie de se porter soi-même. En tout cas, temporairement. La fonction sémaphorique, c'est l'idée du sémaphore qui émet des signes, c'est-à-dire que le soignant, il est porteur de signes de souffrance de l'enfant. Et enfin, la fonction métaphorique, c'est la capacité à travers la réunion qui rassemble les vécus contradictoires avec l'enfant, d'adopter un point de vue méta, de mettre en sens et de dégager des hypothèses de travail qui permettent une transformation. Malgré ça, pour pouvoir maintenir sa bienveillance face à la destructivité du transfert abandonnique, l'unité d'hospitalisation a eu besoin d'élargir une constellation institutionnelle avec des partenaires extérieurs. C'est le lien de confiance entre les partenaires qui a permis à chacun de dépasser la peur de se retrouver seul à s'occuper de l'enfant, en miroir avec l'angoisse d'abandon d'Émilie. Alors, parmi les partenaires extérieurs, il y a avant tout le service résidentiel pour jeunes qui a tenu sa place de lieu de vie.
en s'appuyant sur la participation de membres de l'unité d'hospitalisation à la réunion du lieu de vie et au maintien du lien avec l'équipe de l'unité durant les week-ends au lieu de vie, qui se passaient au lieu de vie, etc. L'école a pu se poursuivre également via la disponibilité de l'unité en cas de crise. Voilà, super, merci. Alors, par ailleurs, en fait, l'hôpital comporte 4 autres unités et Émilie a été invitée une fois par semaine dans chacune de ces unités à tour de rôle, avec un statut d'invitée, donc sans enjeu relationnel, et donc ce qui lui permettait de faire des expériences, de faire l'expérience de modes relationnels différents. Il y a eu aussi des séjours brefs qui ont été programmés à l'avance, et donc pas dans l'urgence en cas de crise, mais vraiment à l'avance dans d'autres hôpitaux, de telle sorte qu'on puisse travailler la permanence du lien à travers la séparation. Donc, par ailleurs, il y avait un service d'aide à l'intégration qui a également soutenu le service résidentiel avec des activités et qui a assuré le travail avec Émilie sur les questions liées à sa famille. Et enfin, le service de protection de la jeunesse et l'avocate d'Émilie, qui est devenue sa protutrice, vu la déchéance parentale, ont assuré un fil rouge en tant que témoin privilégié de son histoire. Cette constellation institutionnelle peut se concevoir comme reposant sur le principe de la tenségrité, un principe emprunté par Anne d'Alcantara à l'architecture. La tenségrité, c'est la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent. En fait, il s'agit donc le système est un ensemble discontinu de composants qui sont comprimés au sein d'un continuum de composants tendus, permettant l'équilibre stable. C'est par exemple, comme sur la photo, des barres qui sont reliées par des câbles. Alors en fait, on pourrait dire que les partenaires du réseau, donc, qui forment un dispositif à plusieurs points d'ancrage, constituent un tel système auto-stabilisé par la répartition dans sa totalité des contraintes exercées par la destructivité. Aucun constituant n'aurait pu résister tout seul, mais c'est l'enveloppe constituée de l'ensemble des partenaires qui a offert une sécurité aux jeunes. Alors, un deuxième levier, ça a été l'utilisation d'objets de médiation comme support d'élaboration pour cette jeune qui était en panne de symbolisation. Par exemple, il y avait une peluche licorne qui a servi en quelque sorte d'objet transitionnel et qu'on pouvait utiliser pour scénariser la permanence du lien à travers l'absence. Donc par exemple, Émilie l'emmenait en week-end dans son lieu de vie et cette peluche quelque part symbolisait l'unité de soins. Quand Émilie oubliait cette peluche au lieu de vie, l'unité téléphonait avec Émilie au lieu de vie pour prendre des nouvelles de la licorne, et donc c'était une façon de montrer que même si on n'est pas en présence, le lien reste. Il y a aussi une boîte à outils qui a été constituée à travers une boîte à outils qui reprenait en fait différents objets à travers lesquels Émilie a pu faire des expériences individualisées et différenciées de relations avec différents intervenants. Donc par exemple, il y avait un énorme doudou qu'elle a confectionné avec l'ergothérapeute et où elle pouvait se blottir en sécurité. Voilà, ou des horloges de journée qui passent, où elle collait une gommette toutes les heures quand c'était difficile. Pardon. On peut passer encore. Voilà, super. Et encore, on peut passer. Alors, le troisième levier de travail, ça a été la notion de triangulation. Sachant que la relation duel est difficilement tolérable chez un enfant qui a subi des relations abusives, et que d'autre part, les expériences traumatiques précoces passent par le corps, l'espace psychothérapeutique qui s'est constitué a été en fait une cothérapie avec une psychologue et une kinésithérapeute. Alors,
Au départ, en fait, dans cet espace, Émilie rejouait la violence, la discontinuité de ces traumatismes précoces, où elle incarnait tantôt la mère, tantôt le père. Elle assignait les thérapeutes dans différentes positions de, voilà, aussi d'enfants, de pères maltraitants, de mères absentes, etc. Et voilà, il est apparu aussi que son agressivité était une défense contre des angoisses archaïques, voilà, de chute, etc. Elle présentait une hyperperméabilité, et en fait cet espace a été l'occasion de construire une contenance. Voilà, alors à travers également la pâte à modeler, elle a pu petit à petit accéder à la tristesse que cachait l'explosivité de la colère. Progressivement, elle a pu accéder en quelque sorte à des états de développement du tout petit qui n'avaient pas pu avoir lieu, tels que la constitution d'enveloppes, d'un mois-peau, etc. Elle a pu développer une capacité à penser et à s'exprimer sans recours à la violence, et expérimenter des relations qui ne se brisent pas même si elle les attaque. À la fin de l'hospitalisation, bien sûr, elle a retesté la permanence du lien pour vérifier si l'abandon se reproduisait, mais elle pouvait utiliser l'humour, entendre ce qui lui était renvoyé et pleurer au lieu d'exploser. Elle a pu aussi prendre en compte l'autre dans son altérité et se projeter dans l'avenir. Voilà, à sa sortie, Émilie peut se décaler, faire des liens avec ce qu'elle vit. Et peut-être en conclusion, j'aimerais conclure en disant que un dispositif à plusieurs points d'ancrage peut permettre de garder la confiance en soi, en les partenaires et en les compétences de l'enfant, et contenir la pulsion de mort, celle de l'enfant, mais aussi celle du soignant qu'il peut ressentir dans son impuissance, son sentiment d'inutilité, son angoisse d'abandon et la méfiance. Et voilà, de telle sorte que le jeune puisse petit à petit exprimer son vécu et ses besoins autrement que dans la violence et ranimer sa pulsion de vie. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias, Camille. Muchas gracias. Ha sido extremadamente puntual. Esa ha sido la única que cumplió los 15 minutos. Un aplauso, un aplauso. No es fácil. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, ahora recibimos al doctor Leandro Simbananier. El doctor Simbananier es doctor en psicología y es profesor de la Universidad de Burundi. Para nosotros, para el Ecuador, no es algo muy común recibir colegas de tan lejos. Para nosotros realmente es un gusto el poder compartir estos espacios. El doctor va a presentarnos la ponencia Intervenciones psicosociales con jóvenes víctimas y o autores de violencia durante las crisis sociopolíticas, experiencia de la Plataforma de Intervenciones Psicosociales y de Salud Mental en Burundi. Bien, je vous présente mes chaleureuses salutations. Je ne parle pas espagnol, j'aurais aimé parler espagnol parce que depuis que je suis ici, cette langue m'a beaucoup parlé du fond du cœur. J'ai l'impression que je participe à la joie de vivre quand je vois les collègues, les gens que je rencontre qui parlent espagnol. Je voudrais bien. Alors, je suis très content d'être ici, à partir du Burundi, mon pays, et je vais vous partager l'expérience des interventions psychosociales auprès des jeunes victimes et ou auteurs de violences lors des crises sociopolitiques au Burundi.
Mon exposé ne sera pas long. Je rassure Véronica, elle n'aura pas à s'inquiéter du temps. Et à l'Assemblée, vous n'aurez pas à vous ennuyer de moi. Une petite introduction avec 3 points sur lesquels va s'articuler mon exposé et puis une conclusion. Comme introduction, j'ai voulu préciser que mon propos et le propos de certains d'entre vous sur la question de la violence, qui est considérée avec un regard psychologique et sous l'angle de la pratique clinique, ça ne doit pas nous faire perdre de vue de la complexité de la question, à l'image même de l'être humain qui produit la violence et qui la subit, et au contexte varié de la survenue de la violence. Et donc, sa compréhension nécessite une collaboration de différentes disciplines aux frontières épistémologiques perméables, comme l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, la psychologie, le droit, l'économie, les sciences humaines, les sciences politiques et j'en passe. Aussi, la question de la violence dans le contexte de crise sociopolitique comme au Burundi appelle l'articulation entre l'histoire collective et l'histoire singulière dans leur rapport de complémentarité, rapport que François Sironi envisage à partir du référentiel psychopolitique. Et la pratique clinique qui s'inspire du complémentarisme tel que l'a pensé Georges Devreux inscrit chaque situation clinique dans son contexte en lien avec les événements extérieurs, les événements politiques, culturels, religieux qui s'y déroulent, ce qui présente l'avantage de disposer de plusieurs matrices de sens qui se complètent. Premier point, quelques faits de violence chez les jeunes, juste quelques faits chiffres. Selon l'OMS, la violence chez les jeunes a d'énormes incidences sur le coût des services de santé, de protection sociale et judiciaire. La violence a des répercussions graves, souvent à vie, sur le fonctionnement physique, psychologique et social de l'individu. Et au niveau mondial, l'OMS fait mention d'environ 200 000 homicides chaque année chez les jeunes âgés de 10 à 29 ans, soit 43% du nombre total d'homicides enregistrés dans le monde chaque année. Et selon toujours l'OMS, l'homicide est la 4e cause de décès chez les jeunes âgés de 10 à 29 ans, ce qui en fait la 4e cause de mortalité dans cette tranche d'âge. Et pour chaque jeune tué, beaucoup d'autres subissent des blessures nécessitant une hospitalisation. Et la violence chez les jeunes, c'est un problème de santé publique mondiale et recouvre toute une série d'actes qui vont du harcèlement aux violences physiques et des violences sexuelles, pouvant aller jusqu'à l'homicide. Et les homicides et actes de violence non mortels concernant les jeunes contribuent non seulement considérablement à la charge mondiale de mortalité prématurée, de traumatisme et d'incapacité, et d'une manière générale, fragilisent le tissu social. Deuxième point, contexte de violence, c'est lié à une crise sociopolitique, le cas du Burundi. Je vous amène maintenant au Burundi, qui est un pays des collines de l'Afrique de l'Est, faisant partie de l'East African Community. Dès son indépendance en 1962, le pays a connu des cycles de violence, les uns plus dramatiques que les autres, notamment en 1972 et en 1993. Ce sont des crises sociopolitiques qui ont connu des centaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés de l'intérieur du pays. Les biens ont été détruits, le tissu social laissé à lambeaux, puisque ce sont des voisins habitant les mêmes collines et partageant tout, qui s'entretuent, endoctrinés par les élites politiques des deux principales composantes de la population, les Hutus et les Tutsis, appelés à tort et à dessein ethniques par les missionnaires et les colonisateurs entrés au pays à la fin du XIXe siècle. Et ces deux groupes sociaux, appelés à tort, je le dis bien, à dessein ethnique, se rivalisent pour accéder au pouvoir. Et la crise dont il est question ici, celle de 2015, a eu pour origine la modification de la Constitution par le président d'alors, qui voulait briguer un troisième mandat que la Constitution modifiée ne prévoyait pas.
et la période pré- et post-électorale a été très mouvementée, divisant la population en deux, les pour et les contre le troisième mandat du président sortant. Et cet antagonisme ne s'est pas limité aux arguments politiques que l'on connaît dans les pays démocratiques. Ceux qui s'opposaient à la volonté du pouvoir ont organisé des manifestations qui ont occasionné des violences, et les jeunes de deux camps en conflit de la ville de Bujumbura spécifiquement, qui vivent dans les quartiers populaires, ont été les premiers sur le théâtre des affrontements. Ils étaient mobilisés et rivalisaient de lynchage, des meurtres, des tortures, des viols. Et pendant la période de ces manifestations contestataires, un coup d'État a été initié et a avorté. Il s'en est suivi une répression sanglante organisée par le pouvoir, des arrestations arbitraires, des emprisonnements, tortures, exécutions sommaires, etc. Des populations ont quitté leurs habitations et ont cherché refuge dans d'autres quartiers plus calmes. D'autres se sont réfugiés dans les pays limitrophes. Certaines personnes, comme les animateurs de la société civile et des médias qui étaient ciblés par la répression, sont parvenus même jusqu'à trouver refuge en Europe. Et suite à cette répression, l'Union européenne a imposé des mesures restrictives à la coopération avec le Burundi, estimant que l'article 96 de l'accord de Cotonou, définissant le partenariat entre l'Union européenne et chaque pays membre des ACP, pays ACP, et donc cet article a été bafoué par les agissements du gouvernement de Burundi. Et cet article est en rapport avec les droits de l'homme, les principes démocratiques de l'état de droit. Et les restrictions à la coopération ont été levées récemment en février. C'est dans ce climat de violence, brièvement décrit, que la plateforme des intervenants en psychosocial et en santé mentale, PPC-MANSIG, a pris l'initiative de venir en aide aux jeunes victimes et ou auteurs de violences. Et la PPCM travaille en partenariat avec ma faculté de psychologie et des sciences de l'éducation dans le cadre de recherche-action à initier au profit du travail académique. Sorry, ok, c'est bon. Donc ça va. Et donc je dis que la PPSM, c'est une plateforme des intervenants et qui travaille en collaboration avec ma faculté de psychologie dans le cadre de la recherche-action. Voilà le dernier point. Maintenant, je vais parler des appuis psychosociaux d'urgence aux jeunes victimes et auteurs de violences lors de cette élection présidentielle de 2015. Le tableau que je viens de décrire montre bien que la question à laquelle les intervenants psychosociaux doivent répondre dépasse de loin le cadre habituel d'intervention, puisqu'elle comporte une dimension à la fois politique et collective, alors que l'orthodoxie clinique, comme vous le savez, c'est une clinique singulière, individuelle. Et comme le soutiennent Karaja et Korsobiud, qui ont travaillé dans un contexte de violence en Algérie, les interventions psychosociales dans pareilles circonstances réinterrogent les enveloppes identitaires professionnelles à travers leurs multiples référents, notamment les outils conceptuels théoriques et le dispositif technique et clinique de la relation d'aide. Fin de citation. Et les violences liées au conflit politique gagneraient donc à être abordées avec l'approche de la psychologie géopolitique telle que le propose Françoise Sironi sur base de son expérience clinique dans différents théâtres de conflits et de traumatismes intentionnels. Et le cas du Burundi est un de ces théâtres de violence politique. Et la plateforme donc a fait une proposition de prise en charge d'urgence des enfants et des jeunes qui étaient en état de vulnérabilité extrême au niveau psychologique suite aux violences qui les ont affectés sur le plan personnel, familial et social, et dont l'état psychologique méritait d'être stabilisé avec un accompagnement psychologique approprié, en favorisant le processus de résilience qui doit tenir en compte les facteurs de l'environnement, tels que
les structures familiales, la communauté, les acteurs sociaux, les différents niveaux de pouvoir à travers les services administratifs. Bref, les piliers du tissu social à reconstruire. Et cette proposition d'intervention a été adressée à l'UNICEF pour financement et les interventions réalisées s'appuyaient sur la politique nationale de protection de l'enfance et sur le plan de travail concerté avec le gouvernement du Burundi et l'UNICEF. Les axes majeurs d'intervention ont été l'axe de réseau de professionnels où 507 acteurs, dont 379 femmes et 128 hommes, ont bénéficié des séances de renforcement des capacités sur la détection des signes de détresse chez les enfants et les jeunes, sur la prise en charge et le référencement. Ils appartiennent aux organisations qui œuvrent dans le pays en matière d'intervention psychosociale. Le deuxième axe, c'est l'axe communautaire. Et la PPCM a travaillé avec tous les niveaux administratifs, du niveau de la cellule au niveau de la mairie de Bujumbura. Et le travail essentiel de cet axe communautaire a été l'organisation des forats. Il s'agit des cadres d'échange sur les référencements, le partage des feedbacks entre les acteurs comme les enseignants, les animateurs sociaux, les agents des centres de développement familial et communautaire. Et les participants ont été sensibilisés sur les critères d'identification et de signalement des cas qui nécessitent un appui psychosocial. Le concept d'espace ami des enfants qui a été utilisé, c'est un dispositif proposé par l'UNICEF. Et pour conclure, dans le cadre de cette intervention d'urgence, la PPSM a pu venir en aide à environ 693 enfants et jeunes en situation de détresse psychologique. Et ces enfants qui avaient été affectés par la violence subie, qui avaient été témoins des horreurs faites à leurs parents, à leurs pères ou à leurs voisins. Ces enfants qui ont été séparés de leurs parents exilés, qui ont été privés de vivre normalement le rituel de deuil, etc. Et parmi ces 693 enfants, il y en avait 50 qui étaient des cas qui avaient été référés dans le service de neuropsychiatrie. Et l'intervention de la PPCM a pu révéler que l'environnement protecteur de l'enfant réincarné par la famille et la communauté reste faible à cause des problèmes tels que les conflits familiaux, le rejet parental, la maltraitance familiale. Aussi, le discours et les agissements de certains acteurs politiques toujours violents à l'égard de certains groupes de population comme les animateurs de la société civile et les médias, les membres des partis d'opposition, ce sont des obstacles au travail de prise en charge des psychotraumatismes consécutifs aux violences d'origine sociopolitique. L'espoir est fondé sur l'esprit de réconciliation manifesté par le président actuel et certains de ses collaborateurs. Et pour arriver à un quelconque résultat, la pratique clinique dans les contextes de violence sociopolitique nécessite de travailler avec les piliers du tissu social à reconstruire, que sont les réseaux de professionnels pluridisciplinaires, les familles et les communautés, les services administratifs de la base au sommet. Merci pour votre attention. Gracias.